Faire un certain nombre de remarques à partir de ce qui s'est dit aujourd'hui, et puis je terminerai sur des considérations un petit peu plus générales. Et moi, je vais vous proposer un petit florilège que je prends cette fois-ci au moment où on fabriquait l'enseignement secondaire de jeunes filles sous la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Et là, la question de savoir ce qu'on allait leur enseigner, quels étaient les programmes, et en particulier les programmes de sciences. Et alors là, vraiment, les hommes se sont lâchés, et c'est tout à fait passionnant parce que ça nous dit des choses qui sont d'une certaine façon encore implicites, comme disait tout à l'heure Catherine Marie aujourd'hui. Alors, par exemple, sur les maths. Les jeunes filles qui, sauf de très rares exceptions, n'iront jamais bien loin dans les études de ce genre, n'auraient que faire de cette logique inflexible qui est nécessaire et qui serait plutôt nuisible dans la pratique de la vie, où l'on ne parle presque jamais d'idées abstraites et de principes absolus. Donc là, vous voyez, de toute façon, il fallait faire des bonnes maîtresses de maison et des bonnes mères de famille. Donc effectivement, pour les bourgeoises, c'était pas la peine de leur enseigner des mathématiques. La logique inflexible, je trouve ça vraiment... Et les idées abstraites et les principes absolus, ce ne sont pas pour les femmes. Donc, je confirme tout à fait cette idée d'interdit. Bon. Autre citation... cette fois-ci au Conseil supérieur de l'instruction publique, qui est en train de discuter de ces programmes, elles n'auraient que faire de mathématiques appliquées puisqu'elles ne deviendront pas ingénieures. Donc là, vous voyez, c'est clair, c'est une prédiction, mais qui vaut interdit, bien sûr. Bon. Jules Simon. Qu'il soit bien entendu que nous ne voulons pas faire de petites savantes, de petites physiciennes. Point d'exclamation. Et enfin, Henri Marion, qui est le rapporteur justement de ces programmes, et qui est tout malheureux parce que, vous savez, l'enseignement est organisé en 3 ans d'abord, puis 2 ans pour celles qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, surtout pas au bac, bien sûr. Et alors, dans ces 2 ans, on a mis quand même un peu de sciences pour que les filles puissent ensuite préparer Sèvres et enseignent après les quelques sciences qu'il y avait dans les lycées de jeunes filles. Bon. Je ne conseillerais jamais à une jeune fille qui a le choix de se jeter dans cette orgie de sciences. Et quand on voit de près l'orgie en question, je vous assure que vraiment... bon, voilà. Et ce même Henri Marion, dans des cours qu'il a donnés à la Sorbonne, expliquait justement qu'il était contre l'enseignement supérieur pour les jeunes filles. Bien sûr, il y avait quelques exceptions, il y a toujours des exceptions à ce moment-là, mais parce que, dit-il, je refuse absolument qu'il y ait la concurrence avec les hommes. Il ne faut pas que les femmes fassent concurrence aux hommes. Vous voyez, c'est clair. Je n'ai pas repris la citation là, mais je vous assure qu'elle est vraiment comme ça. Alors, donc ça, c'est du Larry Summers de la fin du 19e qui se prolonge comme ça indéfiniment. On en a cité plusieurs. Alors, une chose, il y a beaucoup de chiffres ont été cités, donc je n'inciterai pas là-dessus. Je vais simplement faire remarquer qu'effectivement, comme ça a été très très bien dit à la fin, cette situation de division entre tout ce qui est du côté lettres, enfin, etc., d'un côté, et tout ce qui est du côté scientifique de l'autre, c'est quelque chose qui est mondial. C'est quand même intéressant de le savoir. Baudelot et Stablet l'avaient fait remarquer dès leur livre « Allez les filles », mais effectivement. Alors ça, c'est une chose quand même intéressante. C'est évidemment un phénomène européen. On le retrouve dans tous les pays européens. Alors plus ou moins, il y avait que par exemple, il y a beaucoup de femmes mathématiciennes au Portugal, mais parce que justement, c'est beaucoup moins prestigieux que chez nous. Bon. On peut effectivement corréler, je ne sais pas si on peut parler de causalité, mais vraiment de corrélation entre le nombre de femmes dans une discipline et le prestige de cette discipline en question au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc des grandes écoles, bien sûr. Alors, je voudrais faire aussi une petite considération sur les mots, en particulier sur les mots scientifiques et les mots techniques. C'est que, très paradoxalement, scientifique, tout le monde pense aux maths, à la physique, à la biologie encore, éventuellement à la chimie, mais surtout pas aux sciences humaines et sociales. Alors là, c'est vraiment pas vraiment des sciences. Les filles, elles vont vers les sciences, mais évidemment, c'est pas les sciences dites dures avec... Je n'insiste pas sur la métaphore. Le mot technique, c'est la même chose. Quand vous regardez
la formulation. On parle de techniques tertiaires, on parle même maintenant des techniques quand il s'agit des sciences médico-sociales. Hein. Maintenant, on dit techniques médico-sociales. Bon. Donc, ce sont des techniques. Mais quand on dit technique, on pense mécanique, on pense électrotechnique, on pense électricité, mais on ne pense pas. Donc là, il y a une espèce de spécialisation, un implicite des mots sur les métaphores qui fait qu'on associe technique et scientifique au masculin et que du coup, effectivement, tout ce qui est féminin ne serait pas technique ou scientifique. Et là, c'est vraiment une question. Et du coup, ça en pose une autre, c'est que, vous voyez, on s'interroge beaucoup sur pourquoi les filles ne vont pas vers les sciences dures. On s'interroge beaucoup moins sur pourquoi les garçons ne vont pas, ils y vont un peu, mais sur les sciences molles. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un problème. Les garçons ne sont pas un problème. Et moi, je peux poser le problème de savoir pourquoi les garçons ne sont pas un problème. Parce que je pense que c'est aussi un problème. Et que si vous regardez, ça a été rappelé tout à l'heure dans les chiffres, si vous regardez les orientations au niveau de l'enseignement général secondaire du lycée, en fait, c'est les filles qui ont des orientations équilibrées. Elles sont plus nombreuses en S que dans les autres sections. Et ce sont les garçons qui ont des orientations complètement déséquilibrées. Bon, donc, vous voyez, c'est pour poser un certain nombre de questions comme ça. Alors, j'ai été très sensible aussi aux réflexions qui ont été faites sur la question du temps. C'est-à-dire, quand on a rappelé, par exemple, que déjà Huguette de Lavaux, dans les années 80, même avant 90, préconisait un certain nombre de choses. Bon. Combien de personnes ont préconisé des choses? Combien de textes sont apparus pour dire qu'il fallait faire des efforts pour ceci, cela, etc. Et comme quelqu'un l'a dit, je l'ai noté parce que ça m'a frappé, on attend toujours. Bon. Alors, du coup, ça pose un petit peu la question de savoir pourquoi on attend toujours. Et alors, bien sûr, peut-être que c'est important de s'interroger sur les stéréotypes, sur les images, etc. Mais moi, je suis quand même un peu matérialiste. Et du coup, je me dis, toutes ces images et tous ces stéréotypes, peut-être que quand même, ils sont liés à des choses qui sont plus fondamentales dans nos sociétés et que Catherine Marie a rappelé tout à l'heure, mais elle m'a coupé l'herbe sous le pied, évidemment, parce que je voulais aussi citer Paola Tabet. Cette histoire que dans les sociétés, il y a une organisation qui fait qu'il y a ce qu'elle appelle un gap technologique. C'est-à-dire qu'il est bien entendu que les femmes ne doivent pas avoir les moyens techniques et épistémiques, je dirais, c'est-à-dire à la fois dans la fabrication, la production, mais aussi dans les savoirs, d'avoir des moyens de pouvoir. La fabrication des objets, la fabrication, enfin surtout des outils, et la fabrication des armes, eh bien, c'est un monopole masculin. Pourquoi c'est un monopole masculin? C'est parce que c'est comme ça qu'on exerce le pouvoir. Donc là, je crois que vraiment, il y a une question de pouvoir. Je suis très frappée du fait justement que la question du pouvoir s'organise vraiment autour d'une division sociale et qui passe précisément par une division des métiers, des professions, et où maintenant les filières scientifiques et techniques sont industrielles, sont considérées comme des voies, alors via les grandes écoles entre autres, où d'ailleurs les ingénieurs, on dit ils font pas de la technique, très souvent ils font de la gestion. La plupart des ingénieurs, ils font de la gestion, ils font pas de la technique. Hein. Bon, mais n'empêche que ce sont des moyens de pouvoir. Et là-dessus, je crois que l'enjeu de la différenciation lettres-sciences, l'enjeu de la différenciation tertiaire-industrie, c'est quelque chose qui est autour d'enjeux de pouvoir, qui sont aussi, comme le rappelait très justement Michel Boson tout à l'heure, des enjeux autour des salaires. Parce que si on a organisé des emplois féminins et des emplois masculins, c'est bien parce que quand on a développé le tertiaire et qu'on en a fait des emplois féminins, on pouvait aussi faire baisser les pressions sur les salaires. Et donc,
de cette façon organiser des secteurs de bas salaire où il était possible justement de faire des économies. On est là dans le monde capitaliste, il faut bien le dire, hein. Alors, je dirais, pour moi, ce rapport négatif entre femmes et sciences, il ne peut pas se comprendre que si on le considère comme une composante des rapports sociaux qui sont organisés dans la société, l'ordre sexué entre hommes et femmes. Le monopole relatif des hommes sur les savoirs scientifiques et techniques et sur les fonctions sociales qu'ils rendent possibles, c'est pour les hommes un des moyens, aujourd'hui, de maintenir leur pouvoir dans la structure sociale. Je suis très frappée, j'avais regardé un texte dans la division sexuelle dans la division du travail social de Durkheim. Il y a tout un passage au début sur la division sexuelle du travail. D'ailleurs, tous les sociologues maintenant reprennent cette expression, alors que moi je pense que division sexuée, ça serait mieux, mais enfin ça c'est un autre problème. Mais Durkheim fait remarquer justement que, enfin, il est évolutionniste à la mode de Spencer, etc. Donc pour lui, plus ça se différencie entre les hommes et les femmes, et plus ça montre la civilisation. Mais justement, il se pose une question. Alors il dit, du coup, il se fait plutôt une objection qui est de dire, oui, mais à notre époque, les femmes maintenant s'intéressent aux arts et aux lettres. Et alors il répond, oui, mais justement à ce moment-là, les hommes commencent à s'intéresser plus aux sciences. Autrement dit, cette division sociale, sexuelle, comme il le dit, c'est socio-sexuée, eh bien, il la pressent, et effectivement, c'est ce qui s'est passé ensuite dans le système scolaire. Alors, je dirais, pourquoi il n'y a pas de politique publique qui incite les filles à choisir des filières... Enfin, on dit, il y a des politiques qui prétendent que les filles doivent choisir les filières non traditionnelles. Hein, on appelle comme ça des filières scientifiques ou techniques, celles où elles ne verront pas, quoi. Bon. Mais justement, ça veut dire qu'on incite les filles à conquérir des territoires dans lesquels jusque-là elles ne sont pas. Curieusement, on n'incite pas du tout les garçons à conquérir des territoires dans lesquels ils ne sont pas. Car il ne s'agit pas d'instaurer la mixité, hein, une mixité effective et généralisée qui serait vraiment une garante d'égalité. Pourquoi ? Bien parce que les territoires féminins sont dévalorisés, les garçons le savent bien, ils n'ont pas envie d'aller dans des secteurs de salaire faibles, hein. Bon. Donc, tant qu'on ne fera pas des analyses qui feront le lien entre ces enjeux politiques de pouvoir dans les rapports entre les sexes et les orientations scolaires puis professionnelles, je pense qu'on n'arrivera pas à faire progresser les femmes du côté de l'égalité. J'ai été très frappée, hein, l'endroit s'appelle « Égalité des chances ». L'égalité des chances, c'est l'égalité des droits. C'est pas le droit à l'égalité. Et aujourd'hui, on n'est pas dans des politiques qui chercheraient à établir le droit à l'égalité. Parce qu'alors, si on affirmait le principe du droit à l'égalité, alors il faudrait l'appliquer. Et alors, par exemple, il faudrait faire, ce qui se fait quelquefois au Québec, des analyses très précises sur les salaires pour savoir pourquoi les femmes ont des salaires inférieurs aux hommes. Mais ça, justement, je dirais, on ne le fait pas. Et précisément, tant qu'on fera des petites mesurettes sur, motiver un peu plus les filles à faire des sciences, moi je pense qu'on restera dans le statu quo. 27%, ça m'a beaucoup frappé ce chiffre, parce que très souvent on dit que ça bascule à 30%. C'est peut-être pas par hasard qu'on stagne à 26-27% depuis un certain temps. Je vous remercie.